les dernières tergiversations européennes de ce point de vue-là, et on est qu'au milieu du gué. Ce qui est inquiétant, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est quand on voit le temps qu'il a fallu pour interdire le bisphénol A. Quand on voit l'énergie qu'il faut pour essayer d'interdire le glyphosate, et que l'on se dit qu'il y a peut-être au moins 800 molécules qui sont concernées, le combat n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où il faut combattre molécule par molécule pour essayer d'interdire molécule par molécule. Et ça, c'est extrêmement long, et j'allais dire, avec tout le cynisme que peuvent avoir les concepteurs de ces molécules, ils ont déjà gagné, parce que les molécules en réserve, ils les ont déjà, les molécules en étude, on les a déjà. Donc, c'est un combat, soit le politique, les citoyens, et avec leur relais que sont les élus, arrivent, in fine, à prendre conscience, et on dira, non, tout ce qui est perturbateur endocrinien, et qu'on peut interdire, on le fait, soit on le fera molécule par molécule, et on a perdu d'avance. Je dirais l'électrochoc, ça va être celui-là, et on va voir pourquoi il est important de réfléchir en termes de perturbateurs endocriniens dans leur globalité, et non pas d'essayer de mener le combat molécule par molécule, parce qu'au-delà d'être une aberration dans le temps, comme on vient de le voir, c'est une aberration d'un point de vue strictement fonctionnel et strictement scientifique, comme on va essayer de le voir. Alors, les perturbateurs endocriniens, alors, tout ce que je vais vous dire, je vais essayer de l'étayer par des données scientifiques à chaque fois. Les perturbateurs endocriniens sont impliqués, et on le sait, dans de nombreuses pathologies qui touchent, bien évidemment, on va s'intéresser essentiellement à l'animal qui nous intéresse le plus, l'Homo sapiens, mais ce qui est vrai pour l'Homo sapiens, c'est vrai bien évidemment pour l'ensemble des espèces qui nous entourent. Chez l'humain, les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve dans l'environnement sont impliqués dans les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer des ovaires, cancer de la prostate, cancer des testicules, cancer de la thyroïde, cancer de l'ensemble des organes impliqués dans le système endocrinien. Le système endocrinien, vous allez voir, bon, je vous en parlerai tout à l'heure, je ne vais pas commencer les digressions maintenant, sinon l'apéro va être chaud. Les perturbateurs endocriniens sont impliqués dans les maladies métaboliques, diabète, obésité, ce qu'on appelle aussi les maladies de pléthore. On a souvent incriminé l'alimentation, on peut le faire bien évidemment, mais on sait aujourd'hui qu'une autre partie de notre environnement est impliquée dans ces maladies métaboliques, et cette autre partie de l'environnement, ce sont les perturbateurs endocriniens. Les maladies cardiovasculaires et les troubles neurocomportementaux, les troubles de la reproduction, les troubles du développement, les troubles de l'immunité. Je reviendrai par quelques exemples au long de l'exposé. Alors, Paracels. L'étude des perturbateurs endocriniens, on a appelé ça la seconde mort de l'alchimiste Paracels. Paracels, il a formaté l'intellect de génération de scientifiques. Et on va voir pourquoi. Paracels, c'est cet alchimiste qui a vécu entre 1493 et 1541, a eu cette phrase extrêmement célèbre: tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est ce que l'on appelle une réponse monotone, et on sait qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens ne répondent pas à ce mode de fonctionnement, et je vais vous démontrer pourquoi. Et c'est Gérard Pascal, qui a un CV
long comme un bon roman, qui a dit effectivement que c'était la seconde mort de Paracels, et on va voir pourquoi. Alors, pour qu'on ait un corpus commun, je vais commencer par définir ce que sont les perturbateurs endocriniens, puisque j'ai commencé en vous disant que les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas une classe chimique. Alors, que sont les perturbateurs endocriniens? Il y a eu plusieurs définitions. Et probablement que la dernière en date, qui date de 2012, ne sera pas la dernière, parce qu'on affine au fur et à mesure les connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Alors, en gros, ce que l'on doit retenir des perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des substances exogènes, ce que l'on appelle des xénobiotiques, qui sont extérieures à l'individu et qui perturbent seuls ou en mélange. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour le scientifique. C'est comme je vous disais, pendant des générations, on étudiait l'effet d'une molécule et on regardait, tiens, il y a un effet ou il n'y a pas d'effet, il y a un effet, et on faisait toujours pendant des générations des doses-réponses et on regardait, plus on met une quantité importante, plus l'effet est important. Et en fait, pour les perturbateurs endocriniens, la complexité, c'est qu'on peut avoir une molécule qui n'a pas d'effet, on la met avec une molécule qui n'a pas d'effet, et les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, vont avoir un effet perturbateur endocrinien. Donc, et qui modifie, donc ces molécules-là, modifient les fonctions du système endocrinien et provoquent par voie de conséquence des effets néfastes sur la santé. Deuxième définition, qui précise un petit peu, ces molécules-là modifient les équilibres hormonaux et les régulations homéostatiques. Alors la régulation homéostatique, on est tous sous cette régulation-là, fait qu'on a une température à peu près constante, qu'on a une glycémie à peu près constante, qu'on a, comme ça, des constantes. C'est l'homéostasie. En fait, les perturbateurs endocriniens perturbent ces grands équilibres qui font qu'un organisme va bien. 2012, ces perturbateurs endocriniens sont responsables de pathologies graves sur l'organisme intact, mais pas que, mais sur sa descendance et sur les populations. Ce dont on prend conscience à ce moment-là, c'est que l'effet des perturbateurs endocriniens ne s'arrête pas à l'individu, mais touche aussi sa descendance, et que l'effet va toucher plusieurs générations. Et de fait, ça touche des populations entières. Et c'est bien ça qui est extrêmement dangereux dans l'impact des perturbateurs endocriniens. Alors, on connaît maintenant des exemples, par exemple de médicaments qui ont eu ces effets-là. C'est le tristement célèbre Distilbène, que l'on a donné à des femmes enceintes et qui ont touché les générations qui suivaient. Heureusement qu'il y avait la pharmacovigilance, etc., pour pouvoir faire le lien entre ce qui se passe 20 ans après et la prise d'un médicament. Vous voyez aussi que l'effet peut être extrêmement tardif dans le temps. Donc dire aujourd'hui qu'un perturbateur endocrinien a peu ou pas d'effet, c'est nier le fait qu'il peut avoir un effet, non pas aujourd'hui, et que l'on peut ne rien voir, mais qu'il puisse avoir un effet extrêmement délétère sur les générations à venir. On y reviendra. Alors, ce système de perturbateurs endocriniens perturbe quoi? Le fonctionnement des hormones. Alors, que sont les hormones? Les hormones, c'est des molécules qui sont sécrétées par des glandes, qu'on appelle des glandes endocrines, et qui régulent à distance des grandes fonctions de l'organisme. Alors elles sont impliquées dans tout ce qu'est l'organisme. L'organogénèse, c'est-à-dire comment à partir d'une cellule ronde, un ovocyte fécondé, indifférencié semble-t-il dans l'espace, on arrive à faire un organisme qui est entièrement polarisé, géno-gauche,
j'ai une droite, un peu atrophiée, un haut, un bas, un avant, un arrière, tout va bien. Ça, c'est l'organogénèse. Comment, à partir de cette cellule-là, j'arrive à avoir tous mes organes, tous mes tissus, tous mes appareils. Les perturbateurs endocriniens touchent ces mécanismes-là. Et les hormones sont extrêmement importantes dans l'organogénèse. La croissance et la puberté, bien évidemment, on reviendra sur cette période du développement très particulière. Tous ceux qui ont été parents savent déjà que c'est une période particulière, l'adolescence. La température corporelle, je disais, tout ce qui est l'homéostasie, le métabolisme, la faim, le sommeil, la libido, extrêmement importante pour les générations futures, le rythme cardiaque, etc. Toute une constante. Et tout notre fonctionnement est régi par les hormones. À partir du moment où les perturbateurs endocriniens perturbent le fonctionnement des hormones, ça va pouvoir jouer sur l'ensemble de ces mécanismes-là. Alors, comment fonctionne un perturbateur endocrinien? Rapidement, vous avez deux effets, l'effet agoniste et l'effet antagoniste. Alors, très simplement, comment fonctionne une hormone? Vous avez ici une cellule, toutes les cellules de notre organisme, le foie, le cerveau, le pancréas, l'intestin, le tissu adipeux, les testicules, les ovaires, tous ces tissus-là discutent entre eux via un système où on a des récepteurs à la surface des cellules et des hormones qui circulent. Et l'hormone, si elle vient se fixer sur son récepteur, elle va enclencher une réaction de la cellule. Et bien, le perturbateur endocrinien, il va venir interagir avec le récepteur d'une hormone. Et ce faisant, il va perturber le fonctionnement. Alors, de deux manières. L'effet agoniste, c'est il n'y a pas l'hormone, le perturbateur endocrinien va venir sur le récepteur, va mimer l'action de l'hormone, et la cellule va réagir comme s'il y avait l'hormone, alors qu'elle n'y est pas. L'effet antagoniste, c'est le perturbateur endocrinien vient sur le récepteur, tout se passe comme s'il n'y avait pas l'hormone, mais ça empêche l'hormone de venir sur le récepteur, donc ça bloque le fonctionnement de l'hormone. Donc l'hormone est présente, mais tout se passe comme si elle n'y était pas. C'est l'effet antagoniste du perturbateur endocrinien. Alors, le système endocrinien classique, il est ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça c'est le système endocrinien, j'allais dire, tel qu'on nous l'a toujours appris, avec l'ensemble des organes de ce système-là. En fait, à partir du moment où l'ensemble des cellules de l'organisme discutent avec l'ensemble de l'organisme, tous des systèmes endocriniens. Alors, quand je dis ça à des endocrinologues, ils ne sont pas tout de suite au fait de ce discours-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et pourtant, par exemple, un système comme notre système adipeux, la bedaine, la culotte de cheval, ça, notre tissu adipeux, pendant longtemps, ce n'était pas une matière noble pour les scientifiques qui faisaient de la physiologie. On travaillait sur la neuro, on travaillait sur la cardio, c'était noble. Le tissu gras, c'était pas noble. Et pourtant, ça fait partie du système endocrinien. On sait aujourd'hui que notre tissu adipeux sécrète des hormones, en particulier la leptine, et qu'elle va discuter directement avec le cerveau. Un tissu aussi banal que le tissu adipeux blanc, que l'on a vu pendant des décennies et des décennies comme un sac à graisse, comme une plaquette de beurre, eh bien non. C'est un système qui est capable de synthétiser des hormones et d'aller discuter avec le chef. Il fait partie du système endocrinien. Et on va découvrir petit à petit que l'ensemble des tissus, l'ensemble des cellules sécrètent leurs hormones parce qu'elles sont en relation et que tous les tissus discutent avec eux. Donc ce système endocrinien, là, c'est bien, mais c'est largement pas suffisant pour comprendre la complexité du fonctionnement d'un organisme. Alors, ce système-là, agoniste, antagoniste, vous voyez ici des hormones
des hormones stéroïdiennes. Vous avez ici l'estradiol, ici la testostérone, peu importe. Mais vous voyez là des polluants. Et sans être chimiste, on trouve un certain nombre de ressemblances. C'est des cycles, c'est des structures un peu complexes. Et ici, on retrouve le bisphénol A dont je vous ai parlé. Ici, le DDT, j'y reviendrai, tristement célèbre. Ici, les PCB, 209 molécules avec des effets extrêmement délétères. Et vous voyez que toutes ces molécules, elles se ressemblent peu ou prou, et qu'elles peuvent ressembler peu ou prou à des hormones de notre système endocrinien. Et en fait, ça fonctionne comme une serrure et une clé. La serrure étant le récepteur cellulaire, la clé étant l'hormone, et puis on peut, alors qu'il ne faut pas ouvrir la porte, mettre un perturbateur endocrinien qui va l'ouvrir, ou alors au moment où il faut l'ouvrir, on se retrouve avec une clé qui ne fonctionne pas et qui est un perturbateur endocrinien. C'est par l'analogie de structure que vont fonctionner les perturbateurs endocriniens. Alors une petite histoire des perturbateurs endocriniens, parce qu'on n'a pas découvert, comme je vous le disais, les perturbateurs endocriniens en 2017. Depuis fort longtemps, les scientifiques ont pris conscience de ce danger-là. C'est un concept qui date de l'après-guerre. Et toute l'écologie scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui prend ses racines dans les travaux de Rachel Carson du Massachusetts, et on va comprendre pourquoi les racines de l'écologie moderne sont à ce moment-là particulier. Et c'est à cause du DDT. Ce DDT qui a été utilisé dans la lutte contre le moustique, qui a été... Alors, c'était... Là, l'étude était faite autour des grands lacs nord-américains, mais du DDT, il a été utilisé dans tous les marécages. Et quand, hier, il y a eu énormément de DDT qui a été utilisé, qui a été déversé avec une rémanence extrêmement longue. Et ce DDT, qui a été utilisé pour éradiquer les moustiques, eh bien, Carson s'est rendu compte que c'était concomitant à la disparition de l'aigle au même endroit. Et c'est cette observation-là qui l'a alertée et sur laquelle elle a travaillé. Alors même que, à l'époque, il y avait des publicités, DDT is good for me. Le DDT, c'est bon pour moi. Et de tout temps, bien évidemment, les industriels ont voulu nous dire que leurs molécules étaient sans danger, voire même qu'elles avaient des effets extrêmement bénéfiques. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, le glyphosate, il y avait une pub où on mettait ça sur l'os du chien et le chien prenait un malin plaisir à aller ronger son os. C'était quasiment pas acceptable de ne pas mettre un peu de glyphosate sur l'os de son chien. C'est l'ensemble. Et cette forme de communication, ben c'est l'après-guerre, où on retrouve déjà ça. Sur le DDT, on a presque envie de le chanter avec eux. Ça, c'est une publicité, oui, 30 juin 47. Si j'oublie, parce que je peux oublier, faites-moi penser de vous reparler de cette date charnière qui est 1947. Alors, une illustration pour vous montrer deux phénomènes extrêmement importants qui sont décrits dans le bouquin de Carson, qui est sorti en 1962, Printemps silencieux, et qui donne pour la première fois ce mécanisme-là.
pour les perturbateurs endocriniens, qui est le mécanisme de bioamplification. Qu'est-ce qui se passe? Les chimistes le savent bien, si on veut montrer que de l'eau n'est pas polluée, je vais pouvoir doser un polluant dans l'eau. Je suis au-dessous des limites de détection. L'eau est excellente. J'ai dosé la molécule dans la colonne d'eau, dans l'eau, et je n'ai rien trouvé. Par exemple, les PCB, qui sont des molécules volatiles, si on regarde dans l'atmosphère, 0,00002 parties par million. Déjà, une partie par million, c'est pas beaucoup. Et quand on a tous ces zéros avant, comme on dit de par chez moi, on en a un pouillem, un tantinet, un ch'touilla, rien du tout. Et puis, tout ça, ça se retrouve dans la colonne d'eau. Et si on mesure ça dans le réceptacle final qui est la mer, j'aurai pas de PCB dans l'eau. Je ne pourrai pas le mesurer. Par contre, si je mesure les PCB, non pas dans l'eau, mais dans le premier échelon de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire, dans le phytoplancton, microalgues, 0,025 ppm. Ah, on a concentré. Il filtre le phytoplancton. Et son destin, le phytoplancton, c'est quoi? C'est d'être mangé par le zooplancton. Premiers tout petits animaux. Si on mesure ici, 0,12 ppm. Ah, j'en ai encore plus. Le zooplancton, c'est quoi son destin? C'est d'être mangé par les petits poissons. 1 ppm. Petit poisson, son destin, c'est d'être mangé par les gros poissons. 5 ppm. Le gros poisson, son destin, c'est quoi? C'est d'être mangé par Bibi. Et on voit que tout le long de la chaîne trophique, on a cette amplification que l'on appelle la bioamplification. Alors la pollution, dans l'eau, on doit la mesurer où? Dans l'eau, on ne trouve rien. Dans le phyto, dans le zoo, d'un petit poisson, d'un gros poisson. On voit que là, on commence à mesurer des choses qui sont importantes. Ça, c'est ce phénomène-là. Alors forcément, même si les PCB, on va dire dans l'environnement, ce n'est pas mesurable. Alors il y en a un pouillem, on ne va pas s'embêter pour ça. Non, allez mesurer ce qu'il y a dans les réservoirs vivants. Et là, on va voir tout autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en surveillance des milieux maintenant. On met des organismes vivants, par exemple des moules en mer, on va les laisser filtrer la mer, et puis au bout de quelques temps, on va récupérer les moules, et on va mesurer ce qu'il y a dans la moule. Et c'est beaucoup plus efficace que de mesurer ce qu'il y a dans l'eau. Alors, des perturbateurs endocriniens, il y en a pléthore. Les insecticides, on a parlé du DDT, interdit. Des dioxines, des furanes, des HAP, etc. C'est tous les produits de combustion, pas interdits. Des PCB, 209 molécules extrêmement toxiques, interdits depuis 1987, mais avec une rémanence telle qu'on en retrouve toujours. C'est très bien de les interdire, on n'en rajoute pas, mais ce n'est pas parce qu'on a interdit en 1987 qu'en 2018 on n'en retrouve pas dans l'environnement. On en retrouve encore beaucoup. Les PFC, alors on en retrouve dans le téflon, tiens, les revêtements anti-adhésifs, dans les vêtements imperméables, dans les tissus, dans les tapis, etc. Des antibactériens, le triclosan, par exemple. Alors, on les retrouve dans les savons, dans les lingettes, dans les désodorisants, dans les dentifrices. C'est un antibactérien interdit aux États-Unis, pas en Europe. Est-ce que ce serait lié à la langue? La toxicité de ce truc-là? Enfin, moi, je m'inquiète, connaissant quand même le peu de rigidité des Américains, de me dire qu'ils interdisent quelque chose que nous, on n'interdit pas. Mais, on reviendra un peu là-dessus, sachant que le fonctionnement pour les produits entre les Américains et les Européens est radicalement différent au niveau des listes
et de la constitution des listes, où on peut avoir sur un continent des listes positives et sur un autre continent des listes négatives. Juste, par exemple, pour les médicaments, pour les additifs alimentaires, ce qui n'est pas interdit en Amérique est autorisé. C'est le système de la liste négative. Si je suis dans la liste, je ne peux pas commercialiser. En France, c'est le contraire, c'est le système de la liste positive. Si je ne suis pas dans la liste où c'est autorisé, c'est interdit. Vous voyez, des systèmes qui peuvent aussi expliquer ces différences. Alors, des polybromés, c'est des retardeurs de flamme qu'on retrouve dans les tissus, dans les canapés, vous savez, résistent au feu. Ah, inquiétant quand ça résiste au feu. Les alkylphénols, donc on retrouve dans tout ce qui est le désancrage, on retrouve ça dans les peintures à l'eau, dans les pneus, absolument partout. Alors les alkylphénols, ben, certains sont interdits, pas d'autres. Soit ils sont dangereux, soit ils ne le sont pas. Pourquoi certains sont interdits et pas d'autres? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les remplacer parce qu'on n'a pas de molécules de substitution? C'est ces questions-là qu'il faut se poser aussi. Des biocides, alors le TBT, le tributyléthène, qui était une molécule extrêmement utilisée à Toulon, que l'on retrouvait dans les peintures anti-fouling, qui a finalement été interdit après dans le civil, puis après chez les militaires, mais on en retrouve en mer des quantités astronomiques, à tel point qu'aujourd'hui, quand on veut, par exemple, désensabler un porc, quand on veut désensabler un chenal, le problème est, on a tellement mis de molécules en mer qu'on n'ose même pas désensabler un porc, par exemple. Parce que ça va faire de l'upwelling, ça va faire remonter en surface, dans la colonne d'eau, des quantités de polluants dont on ne connaît même pas l'effet. Alors on laisse tout ça au fond, en se disant, on verra comment le gérer. Et quand vraiment il faut désensabler, eh c'est des mises en œuvre qui sont extrêmement complexes. Et puis de toute façon, après, on ne sait même pas quoi faire de ces bouts, de ces sables qui sont extrêmement pollués. Les métaux lourds, mercure, cadmium, plomb, nickel. Donc on voit là, dans cette liste à l'après-vert, qu'on a des classes chimiques extrêmement différentes. Et sur le chrome, en fait, la liste est loin d'être exhaustive. D'ailleurs, on a des catalogues en chimie, le Merck, le Sigma, etc. Ils font 2000 pages de papier extrêmement fin. Et on pourrait retrouver des Merck et des Sigma entiers dans notre environnement. Alors après, tout ça, c'est ce qu'on appelle des POP, c'est des persistants bioaccumulables. C'est ce que je vous montrais. Dans la chaîne trophique, il y a la bioamplification. Je vais y revenir 2 secondes. La bioamplification. Mais à chaque étage, il y a une bioconcentration, une bioaccumulation. C'est quoi? C'est que lui, là, il va manger des petits poissons. Mais quand il est petit lui-même, il a peu mangé de poissons, il est peu pollué. Au fur et à mesure de sa vie, il va manger du poisson et il va accumuler des polluants. C'est ce qu'on appelle la bioconcentration ou la bioaccumulation à un échelon. Si on le mange qu'il est tout jeune, qu'il est comme ça, il n'y a pas grand-chose à manger, on va se dire qu'il est relativement peu pollué. Si on le mange qu'il est comme ça, qu'il a 10 ans, il y a 10 ans qu'il se pollue, et là on va avoir des quantités astronomiques de polluants. Allez, juste une petite parenthèse, une petite histoire. 2007, une équipe de collègues espagnols de Madrid se dit on va essayer de voir dans les poissons s'il y a des polluants ou pas. Vous savez que quand vous mangez, sauf fraude, un bœuf, un poulet, un lapin, un cochon, on connaît toute son histoire. Où il est né, ce qu'il a mangé, où il a été abattu, il est mort en bonne santé, l'âge de sa grand-mère, le prénom du tonton, on sait tout sur ces animaux-là. Quand vous mangez du poisson qui a été pêché, pêché Atlantique Nord, pêché Pacifique Sud, des traits de filet qui font des centaines ou des milliers de kilomètres, et qu'est-ce qu'on va regarder? La fraîcheur, la chaîne du froid. Est-ce que ce poisson, il est pollué? Est-ce que ce poisson, il est apte à être consommé? On n'en sait rien. On ne sait pas s'il a 5 ppm de trucs ou 12 ppm de machin. On n'en sait rien. Et les collègues espagnols ont voulu voir ça.
Alors, c'est magnifique, la science. Ils sont partis de la frontière vers le Perthus. Ils ont fait tout le tour de l'Espagne. Ils sont remontés en haut, à la frontière entre la France et l'Espagne, sur l'Atlantique. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtaient, allez, tiens, j'achète un petit peu de poisson, je fais des prélèvements, et hop, je suis revenu à Madrid, et je regarde ce qu'il y a dans les poissons. Tous les poissons, pas quelques-uns, tous les poissons étaient contaminés au-delà des normes européennes. Sauf qu'aujourd'hui, le poisson de pêche, on ne peut pas le doser. Voilà. On ne va pas doser sur chaque poisson des centaines de molécules, parce que le poisson coûterait plus cher en analyse qu'un poisson lui-même. Alors ça, c'est les pompes bioaccumulables. Plus on vieillit, plus on est pollué, plus on est contaminé. Il y en a qui sont peu ou moyennement bioaccumulables, c'est-à-dire que l'organisme possède les mécanismes de détoxification et il peut éliminer, peu ou prou, ces polluants-là. Alors on retrouve le bisphénol A, dont on a parlé, on retrouve des phtalates qu'on retrouve beaucoup dans les jouets, pour enfants ou pour adultes, les parabènes, les pesticides, tous les médicaments que l'on retrouve en mer. Il y a beaucoup de médicaments, élimination par les urines, que l'on retrouve dans les stations d'épuration, qui ne sont pas dépolluées dans les stations d'épuration, et que l'on retrouve en mer. Il y a encore eu une étude qui est sortie il y a une semaine ou 15 jours, sur je ne sais quelle liste de médicaments qu'on a encore retrouvés en mer. Bientôt, il faudra se baigner sur ordonnance. Donc, les cosmétiques, avec beaucoup de produits, de phtalates qu'on retrouve dans les cosmétiques. Enfin, voilà. Donc, on en a absolument partout. Alors, pour se contaminer, toutes les voies de contamination sont possibles. Par l'alimentation, avec, tout à l'heure, on a dit, oh, mais tu bois dans une bouteille en plastique? Ouais, j'aime vivre dangereusement. Bien évidemment, l'ensemble des emballages, c'était le cas du bisphénol A, qui était extrêmement utilisé, que l'on retrouvait dans les contenus. Les poissons, on en a parlé. L'eau, avec tout le débat qu'il y a. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que je bois l'eau en bouteille, bouteille en verre, bouteille en plastique, comme aurait dit McDan, ou est-ce que c'est l'eau du robinet? J'allais dire, la première chose à faire, c'est dans quelle région on est, quelle est la qualité de l'eau du robinet. Boire l'eau du robinet, ça revient déjà largement moins cher que de boire ça, et dans beaucoup de régions, elle est meilleure que celle que l'on retrouve là-dedans. Il y a tout ce que je me mets dessus, les cosmétiques, les parfums, les déodorants, les rouges à ongles, les rouges à lèvres, etc. On en retrouve tout ce qui est dans l'environnement. Vous savez, quand on rentre dans une voiture neuve, on est content, on a acheté sa superbe voiture neuve, ça sent le neuf. Qu'est-ce que je le sens bon? Allez, un petit coup de perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça sent bon, le perturbateur endocrinien, une voiture neuve? Les jeans, tout ce qui est les colorants, les teintures, on en retrouve dans les fringues. Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur les pathologies transmises par les habits. Et puis après, toutes les pollutions environnementales. On parle beaucoup aujourd'hui donc des diesels, mais bon, il y a tout ce que l'on regarde, je vous ai parlé tout à l'heure des PCB, tout ce que l'on met parce que l'on veut que ce soit un biocide. Et les insecticides, et les fongicides, et tout ce qui est cide, ça a des effets, on fait partie de tout ce qu'on relargue dans l'environnement pour l'agriculture ou pour l'industrie. Donc on voit que les voies aujourd'hui, si on veut se dire, tiens, zéro PE, il ne faut pas rester sur Terre aujourd'hui. Et à peu près partout où on en a cherché, on en a trouvé, même au pôle. Là où il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas cherché. Alors, les PE, pêcheurs, ils ont tué une deuxième fois Paracels, on l'a vu, on va comprendre pourquoi, mais ils nous ont fait complètement réinventer la toxico. On sait que la réponse est non monotone. Je vais y revenir tout de suite.
il y a l'effet cocktail, ce que je vous disais tout à l'heure. Une molécule n'a pas d'effet, elle n'est pas toxique. Et puis, j'en mets une deuxième qui n'a aucun effet toxique, et là j'ai un effet toxique perturbateur endocrinien. Alors je reviens sur la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que ça a du sens d'aller se battre et de faire des études? Pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas faire de recherche, mais est-ce que ça a du sens pour protéger la population de dire les 800 perturbateurs endocriniens, je vais les étudier un par un? Ça va prendre plusieurs décennies, et finalement je l'interdis. Ah, j'ai pas d'effet. Ben ouais, mais alors on va le combiner avec les 999 autres molécules qu'on va combiner aussi avec elles. On a une infinité de combinaisons, et on a de quoi faire travailler des armées de chercheurs pendant encore des siècles. Ce n'est pas raisonnable. Parce que cet effet cocktail aujourd'hui, on n'est pas capable de l'appréhender. Surtout que l'effet cocktail, il va falloir le faire en fonction des doses. C'est-à-dire que la molécule A, il faut que j'en mette tant de ppm avec tant de ppm de la B, et puis après tant de ppm de la A avec... On ne peut pas s'en sortir. Quand on suspecte un effet perturbateur endocrinien, la seule logique, c'est d'interdire. C'est pas de dire, j'attends les études et j'attends que ce soit prouvé. Ça, c'est pas raisonnable. Souvenez-vous, il y a quelques années, Philip Morris, fabricant de cigarettes, avait dit qu'il offrirait je ne sais plus combien de millions de dollars aux chercheurs qui prouvent que la cigarette est cancérigène. Il y a une différence entre prouver un effet de manière biochimique, de manière biologique, de manière physiologique, et montrer un effet de manière statistique. C'est deux choses différentes. Et puis, on va le voir, il y a la période d'exposition. Moi, si je suis exposé, à mon âge, à des perturbateurs endocriniens, ça peut être grave, ça peut ne pas l'être. Par contre, les mêmes perturbateurs endocriniens, pendant mon organogénèse, quand j'étais tranquillement dans l'utérus de maman, ça pouvait avoir des effets totalement différents et dramatiques. Donc, un perturbateur endocrinien, il ne faudrait pas non plus l'étudier en tant que tel, mais en fonction de l'âge, de la période de développement de l'organisme, en fonction du sexe. Un perturbateur endocrinien chez vous, madame, n'aura pas le même effet que chez moi. C'est sexe-dépendant, c'est hormonodépendant. C'est d'une complexité impressionnante à étudier ça. Alors on pourrait dire, pour paraphraser ce pauvre Paracels, que c'est la période qui fait le poison, la période d'exposition, mais sachant que tout le reste aussi, et on va le voir, font qu'on ne peut pas étudier en tant que tel un perturbateur endocrinien. Alors, l'effet monotone. Je vois que tu souris. Pendant toutes nos études, quand on a fait de la science, on a fait des courbes dose-réponse. J'en mets un petit peu, j'ai rien. J'en mets un petit peu plus, j'ai rien. Ah, j'en mets un peu plus, je commence à avoir un effet, hop, une belle exponentielle. Et puis après, j'ai un effet plateau, je ne vois plus rien, je sature mon système. Ça, c'est une réponse que l'on appelle monotone. Et si vous allez dans la bibliographie scientifique, dans ces tonnes de papiers qui sont publiés annuellement, vous allez trouver des courbes comme ça dans tous les papiers. Je mets la drogue A, je mets la drogue B, je fais une combinaison de A et de B, j'ai des magnifiques courbes dose-réponse. Des générations de chercheurs ont passé leur thèse en faisant ce genre de choses. C'est ça. Eh bien, les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas ça. On réinvente la toxico. Perturbateurs endocriniens, c'est ça. Des réponses non monotones. J'en mets un petit peu, j'ai pas d'effet. J'en mets plus, j'ai un effet maximum. J'en mets encore plus, j'ai plus d'effet. Réponse inverse. J'en mets un petit peu, oula, j'ai une énorme réponse. J'en mets un peu plus, j'ai plus de réponse. Ou alors, j'ai des trucs encore un peu plus complexes. Donc on voit que le formatage scientifique que l'on a eu, qui venait de Paracels, c'est la quantité qui fait le poison, ça ne fonctionne pas pour les perturbateurs endocriniens. Et là, je vous parle d'une molécule. Imaginez si on commence à s'amuser ça en faisant des cocktails de 2 molécules,
avec des doses différentes pour chaque molécule, et puis de 3 molécules, et puis de 4, et puis de 800 molécules. C'est tout simplement infaisable. On ne peut pas aujourd'hui, décemment, demander aux scientifiques d'apporter la preuve biologique, physiologique, biochimique d'un effet perturbateur endocrinien. Alors voilà ici des publications scientifiques qui montrent des effets non monotones tels que je vous les décrivais ici. Et on commence à en voir de plus en plus de ces études-là. Et pourquoi de plus en plus? Pas parce que les chercheurs ne voyaient pas ça avant. C'est parce que quand on voyait ça, le chercheur disait à son thésard, allez, va me refaire tes manips, t'as un biais là, ça ne fonctionne pas. Une belle courbe, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est encore un lendemain de fête. Et quand on veut publier, on est toujours évalué par nos pairs, et quand les évaluateurs voyaient ça, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est incompréhensible. Ça sort de notre schéma intellectuel, et on ne sait pas analyser ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas l'analyser que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, parce que certaines études ont été publiées, en montrant ça, ça fait boule de neige. Les autres chercheurs disent « Ah mais moi aussi j'ai vu ça tantôt, je peux le publier. » Je mets ça en référence et je peux publier mon étude. Et on commence à sortir de plus en plus d'études avec ces effets non monotones. Voilà, bon, les effets de dose, je ne reviens pas là-dessus. La période d'exposition. Alors, les grandes périodes, on va dire l'embryon et le fœtus. Donc ici, vous avez les semaines d'aménorrhée. L'enfant, 0-10 ans. L'adolescent, ce truc bizarre. Et l'adulte. Et on voit que pour un certain nombre de perturbateurs endocriniens, ça va toucher des systèmes en fonction de la période de développement. Alors on voit que chez l'embryon et le fœtus, ça touche à peu près tout, quelle que soit la période de développement. C'est la période critique, forcément. L'organisme, il est en train de tout faire. Et en plus, il y a la cascade événementielle. Je touche A dans le développement de l'embryon, et bien ça empêche B, ça empêche C, ça empêche D, et je peux avoir un résultat absolument catastrophique. Chez l'enfant, relativement, il est, à la connaissance d'aujourd'hui, relativement résistant aux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, globalement, on le voit de manière caricaturale, il est né, il grossit, il grandit. Et il ne fait pas grand-chose d'important. Bah, il apprend à lire, il apprend à marcher, il apprend à être poli, c'est vachement important. Mais d'un point de vue de l'organisme, il ne se passe pas grand-chose de très important, semble-t-il. L'adolescent, alors là, on le sait, hein, les hormones, elles travaillent, l'enfant devient insupportable, et là, il redevient extrêmement sensible aux perturbateurs endocriniens. Forcément, l'adolescent, on le sait, c'est les hormones qui le travaillent. C'est extrêmement important, il change son développement sexuel, qui finit par aboutir, on va voir un peu comment ça fonctionne chez les mâles et chez les femelles un peu plus tard, et puis forcément, l'adulte, après, ça touche un peu moins de choses. Hein. Donc ici, vous avez les différents tissus. Mais on voit que cette période-là, tout est impacté. Alors quelque chose, je reviendrai brièvement dessus après. Regardez bien ici, l'appareil reproducteur masculin, testicule, de 10 semaines, là, ici, ça touche, et on sait que ça touche aussi après. Maintenant, je vous montrerai des études qui montrent qu'après 18 ans, le système reproducteur masculin est aussi impacté par les perturbateurs endocriniens. Et vous avez quelque part les ovaires et les ovocytes, regardez, ici, extrêmement important, et ici jusqu'à la ménopause. Voilà. Alors ici, globalement, c'est de la puberté à la ménopause, et on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre pourquoi c'est extrêmement différent, l'impact, chez les mâles et chez les femelles. Voilà une image que j'essaie de montrer le plus souvent à mes étudiantes.
je dis à mes étudiantes, il n'y a rien de sexiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu d'étudiants enceints qui puissent le devenir. Qu'est-ce qui se passe chez une femme enceinte? Elle fume. Alors là, elle en prend à plein poumon des quantités énormes de toxiques. Et dans certaines de ces toxiques, il y en a qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors forcément, première génération, elle. Déjà, moi, ça me fait de la peine quand je vois un jeune fumer, sachant tous les effets délétères qu'il va y avoir sur son organisme à terme. Il y a l'embryon qui est ici, qui en prend plein les mirettes aussi. La deuxième génération qui est en train de se contaminer avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. Mais les cellules reproductrices de la femme se font durant la vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'une petite fille dans le ventre de sa mère va faire jusqu'au 3e mois de grossesse ses cellules reproductrices. C'est-à-dire qu'en fumant, elle s'abîme la santé, elle abîme la santé à son enfant, et si l'enfant est une fille, elle est en train de toucher ses cellules reproductrices, donc la 3e génération. Rappelez-vous du distilbène. Pour ça, je dis aux filles, quand je les vois fumer, quand elles sont enceintes, c'est terrible. Rien. Regardez ce que vous faites. C'est vos petits-enfants que vous êtes en train d'intoxiquer. Maintenant. Alors ça, on le sait, maintenant, il y a des conférences. L'année dernière, c'était déjà la 10e conférence là-dessus, sur ces pathologies, sachant que ce domaine des perturbateurs endocriniens, qui est relativement récent, 1947, je vous ai parlé, mais dans sa prise en considération. Mais on a un nouveau domaine de la science qui est extrêmement palpitant, qui a une dizaine d'années, c'est l'épigénétique. Et on sait aujourd'hui qu'on a une interpénétration des connaissances entre les perturbateurs endocriniens, toute cette toxicologie-là, et l'épigénome. Je voulais dire quelque chose encore? Non, hein, c'est déjà pas mal. Non, c'est grave. Alors, regardons maintenant les effets des perturbateurs endocriniens sur l'humanité. Oui, ce que je voulais dire, c'est ça, je me disais, mais ça me trottait dans la tête quelque part. Les filles, je vous disais, font leur stock de cellules reproductrices pendant la vie intra-utérine jusqu'au 3e mois. Et puis après, il ne se passe plus rien. Il y a le stock jusqu'à la puberté. Puberté, à chaque cycle, je vais émettre un ovocyte, ou 2, ou 3, peu importe. Hop, dès que j'ai plus de stock, ça s'arrête, c'est la ménopause. Mes cellules reproductrices, quand je me reproduis à 20 ans, elles ont 20 ans et 6 mois. Je me reproduis à 30 ans, elles ont 30 ans et 6 mois, ces cellules-là. C'est pour ça qu'on suit des grossesses à risque avec l'âge de la mère, parce que ces cellules reproductrices, elles ont eu le temps d'accumuler toutes les pollutions que l'organisme a traversées pendant toute sa vie. Bioaccumulation, bioamplification. C'est pour ça qu'une fille, quand je la vois fumer, elle me dit, mais non, mais moi je ne veux pas tomber enceinte. Tout de suite, j'arrêterai de fumer quand je serai enceinte. Ouais, mais tu es en train de me contaminer tes ovaires. Jette-moi ta clope. Les femmes ne devraient avoir l'autorisation de fumer qu'après la ménopause. Pour les mecs, c'est sensiblement différent. Et ouais, on est un peu différent, ça ne vous aura pas échappé. On fait le spermatozoïde en permanence. C'est-à-dire qu'un spermatozoïde fécondant, il a entre quelques heures à quelques jours. Donc il y a cette pseudo-épuration, parce qu'il y a quand même de la bioaccumulation et tout,
où on a des cellules relativement récentes à chaque fois, qui ont eu peu le temps d'accumuler des stress et qui ont eu peu le temps d'avoir un ADN qui a souffert. Par contre, bien évidemment, si on boit et qu'on fume, on va avoir directement aussi des effets sur la descendance. Bien évidemment, souvenez-vous, quand on touchait la paye, ce qu'on appelait les enfants du samedi soir, où on touchait la paye, on allait fêter ça. Et puis si on avait des enfants en même temps, on avait des problèmes de développement avec ces enfants. C'était connu à l'époque, quand on touchait la paye le samedi soir, on appelait ça les enfants du samedi soir, et les effets de l'alcool sur la descendance. Alors, regardons ici. Donc, oui, la fille naît du verbe naître avec son stock de cellules reproductrices. Je commence la puberté, je commence à taper dans mon stock. Quand j'ai plus de stock, c'est la ménopause. Plus je commence tôt ma puberté, plus je vais avoir ma ménopause tôt. Regardez l'âge moyen des premières règles depuis 1850. On est passé d'un peu plus de 15 ans à un peu plus de 12 ans en 2000. Aujourd'hui, il y a des pédiatres qui m'ont dit qu'ils voyaient des gamines de moins de 10 ans qui étaient réglées. Puberté précoce veut dire mécaniquement ménopause précoce. Comme en général, l'âge de la reproduction, c'est pas 12 ans, c'est pas 13 ans, c'est pas 14 ans, en général ça commence plus tard. Mais si ça commence plus tard et que ça finit plus tôt, la fenêtre utile de reproduction a diminué. Donc l'espèce humaine est moins féconde. L'espèce humaine est en danger, les femmes mécaniquement étant ménopausées de plus en plus tôt. Chez les hommes, j'y vois relativement mal, mais vous voyez, ça c'est le nombre de spermatozoïdes entre 1960 et 2000. Alors quand on sait que l'efficacité d'un éjaculat est directement reliée à la quantité et bien évidemment à la qualité des spermatozoïdes, on voit là, les hommes, c'est passé de 150 à 50. Hein. On a perdu les 2/3 de nos spermatozoïdes dans un éjaculat en 40 ans. À cette vitesse-là, en 2050, on va pouvoir les compter à la main, hein, les spermatozoïdes. Le nombre de cancers du testicule dans une période qui va de 1973 à 2000, à 1997. Regardez la tendance des cancers du testicule. Sachant que la capacité de se reproduire avec un cancer du testicule est largement diminuée, d'autant plus que le cancer du testicule est un cancer de l'homme jeune. Ce n'est pas un cancer de l'adulte, c'est du jeune adulte. L'hypospadies, c'est une malformation de la verge avec le canal qui abouche avant jusqu'à aboucher entre les testicules. Et ça fait des problèmes de fécondité et ça diminue la fécondité. On en opère de plus en plus. Regardez le nombre, entre 70 et 90. Ça explose la quantité de malformation de l'appareil reproducteur chez les mâles. Le torquidisme, les testicules qui descendent de mâle, regardez, entre 70 et 90, ça explose. On a une population humaine où on a les femmes qui avancent leur période de reproduction, qui sont moins fécondes, et des hommes qui ont de plus en plus d'anomalies
et qui sont de moins en moins féconds. Et ça, c'est directement lié aux perturbateurs endocriniens que l'on a dans l'environnement. Quand on a les mâles et les femelles qui sont moins féconds, on a une espèce en danger. Tous les éleveurs le savent. Pourquoi ce qu'on sait sur les veaux, vaches et cochons, on ne l'applique pas aux animaux que nous sommes, aux humains? Notre propre espèce est en danger aujourd'hui avec les perturbateurs endocriniens. Là, c'est directement la reproduction, et je ne vous parle pas de toutes les pathologies dont je vous ai déjà parlé. Je reviens, 1947, je vous dis, faites-moi penser à 1947. Avant 47. Il y en a quelques-uns ici, vous ne levez pas la main. Vous êtes heureux. C'est la meilleure génération avant 47. Parce que là, quand vous étiez dans cet état-là, guerre et avant-guerre, vous n'étiez pas dans un monde de chimie. Il n'y avait pas de chimie. Et puis après 47, vous avez bénéficié de tous les apports de l'évolution de la médecine. Et vous avez fait des beaux centenaires. Tous ceux qui sont nés après 47, ils sont nés dans un monde chimique. Avec tout ça. Et les cancers et les problèmes d'organogénèse, il n'y aura plus de centenaires. Ce que l'on voit aujourd'hui, l'augmentation de l'espérance de vie, est liée, forcément, à ceux qui sont nés il y a un certain temps, avant 47. Et aujourd'hui, l'espérance de vie, avec tous ceux qui sont nés après 47, dans le monde chimique, l'espérance de vie rediminue. Alors, pour finir, quelques études au niveau marin. Regardez ce qui se passe sur d'autres espèces. Dans les cours d'eau, on retrouve bien évidemment les perturbateurs endocriniens, et en particulier les perturbateurs endocriniens, les pilules, la contraception orale. Ça passe directement dans les stations d'épuration, comme s'il n'y avait rien, et ça se retrouve dans l'eau. Alors, j'ai travaillé pendant près de 20 ans sur quelque chose d'extrêmement passionnant, voire excitant, sur le sexe, chez le poisson. Alors, si la sexualité humaine est extrêmement excitante, la sexualité du poisson est passionnante, extrêmement plus complexe que la sexualité humaine. Tous ici, à peu près, je ne vous connais pas tous bien, mais vous êtes nés femmes et vous le resterez, ou mec et vous le resterez. Chez les poissons, c'est pas vrai, c'est trop simple. Vous prenez les dorades, une bonne dorade aux amandes. Si elle est toute petite, c'est un mâle, parce que toutes les dorades naissent mâles. Si vous avez une grosse dorade, c'est une femelle, facile à sexer, en fonction de la taille, parce qu'il y a une inversion sexuelle. Chez le mérou, c'est l'inverse. Les petits mérous, c'est des femelles, les grands mérous, c'est des mâles. Parce qu'il y a une inversion sexuelle, et au bout d'un certain âge, le mérou change de sexe. Alors ça, c'est plus très vrai, maintenant. On a des grands mérous qui sont des femelles. Pourquoi? Parce qu'avec les perturbateurs endocriniens qu'on largue dans le milieu lieu, il continue à grandir, mais il ne fait plus son inversion sexuelle. Et il y a tout un débat actuellement, parce qu'on fait du comptage. Vous savez qu'il y a eu un moratoire sur le mérou en 93, parce que l'espèce était en danger. Et aujourd'hui, on compte, c'est très bien, on compte, il y en a beaucoup plus, tiens, il y en a des grands, il y en a des petits. Et on est un certain nombre à débattre là-dessus. Parce qu'il y a ceux qui disent, ça va mieux, tu l'entends dire, comme moi, il y en a plus des grands, il y en a plus des petits. Et moi, je dis, aujourd'hui, j'en sais rien si ça va mieux. Parce que tant qu'on ne m'a pas prouvé que les gros sont des mâles fertiles et que les petits sont des femelles fertiles, je ne sais pas si l'espèce va mieux. Alors, des exemples comme ça, chez les poissons, puis il y a des poissons, ils changent de sexe plusieurs fois dans leur vie.
magnifique. Mâle, femelle, mâle, extraordinaire. Voilà ce que l'on retrouve dans certaines rivières. Vous voyez, les œstrognes, la bêta-oestradiol, etc. Ça, c'est des hormones. Et puis, il y a un article qui a étudié le véron à tête de boule. Et lui, à 30 nanogrammes par litre d'eau, il a un développement anormal des testicules. Ben, les cours d'eau où il est, voilà ce que l'on est capable de retrouver entre 0 et 140, entre 0,3 et 94, entre 1 et 13. On a des quantités aujourd'hui où le développement anormal des testicules chez ces poissons est tel que dans certaines rivières, il a complètement disparu. La truite arc-en-ciel, c'est à 1 nanogramme qu'on a une production de vitellogénine, c'est une hormone, peu importe, on va rentrer dans les détails. Et là, on retrouve pareil, des quantités élevées. On a des problèmes de reproduction de la truite. Et voilà un certain nombre d'études publiées, vous voyez, au début des années 2000, où l'ensemble des espèces qui ont été étudiées sont en danger. Pardon ? Oui, on trouve le TBT en mer, effectivement, qui fait des ravages sur les espèces. Et puis ici, voilà, on voyez le gardon. Ici, 100% des individus femelles. Pas facile de reproduire une espèce quand on a que ça, le barbeau. Voilà. Là, on retrouve toutes des études qui montrent aujourd'hui que ces espèces-là sont en danger directement par les hormones que l'homme rejette dans les milieux naturels. Alors, j'adore le Calisondex. Je peux vous dire, ça c'est... Je vais prendre mon... Alors, est-ce que le Calisondex est un perturbateur endocrinien? Le Calisondex, quand on le mange, c'est bon, mais alors qu'est-ce que c'est sucré? La glycémie augmente. Si la glycémie augmente, le pancréas réagit, sécrète l'insuline, donc l'insuline augmente dans le sang. Donc le Calisondex a eu un effet sur le système endocrinien. Est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? L'insuline diminue la glycémie, c'est son but. Le sucre est capté par le foie, par les muscles et par le tissu adipeux. La glycémie revient à son niveau normal, l'insuline revient à son niveau normal. Rien d'anormal là-dedans. Ce n'est pas une altération du système endocrinien, c'est le fonctionnement classique du système endocrinien. Ouf, le Calisondex n'est pas un perturbateur endocrinien, on peut continuer à en user, voire à en abuser. Un perturbateur endocrinien, c'est quoi? C'est une molécule qui diminuerait la capacité du glucose à entraîner la sécrétion d'insuline, ce qui aurait un effet antagoniste. J'ai le glucose, mais j'ai un PE qui empêche l'insuline d'augmenter dans le sang. C'est une molécule qui empêcherait l'insuline d'avoir son action sur le foie, sur le muscle ou sur le tissu adipeux, et qui empêcherait ces organes de capter le glucose. On aurait une insulinorésistance. Ah, une insulinorésistance. Alors l'organe, il fait quoi? Le pancréas. Comment ça? Je te mets de l'insuline et tu réponds pas? Eh bien, je t'en mets encore plus. Comment ça, tu réponds toujours pas? Je t'en mets encore plus. L'insulinémie augmente, augmente, augmente. Les cellules sont baignées dans l'insuline et se disent, oula, le système est saturé, je deviens résistant à l'insuline. Insulinorésistance, diabète de type 2, obésité, je vous parlais de ces systèmes-là, les perturbateurs endocriniens qui touchent les métabolismes et qui entraînent des maladies métaboliques.
Ça, c'est un perturbateur endocrinien. Voilà donc le calisson. Oui, les perturbateurs endocriniens, non. Alors, aujourd'hui, je suis content de venir vous parler et je vais paraphraser ce qu'a dit Schopenhauer. Il a dit une idée, elle vit 3 phases. La première, elle est ridicule. Première phase, quand une idée, ouais, c'est ridicule. La deuxième, elle est combattue. Et la troisième, elle apparaît comme une évidence. Ce que je vous ai raconté là, on en est entre la deuxième et la troisième étape. Mais il y a quelques années, l'effet cocktail, les réponses non monotones, ça ne passait pas. Tiens, toutes les maladies qu'on a décrites liées aux perturbateurs endocriniens dans l'environnement, une ineptie. Aujourd'hui, on en a pris conscience. Alors, c'est peut-être en ça qu'on peut être relativement optimiste. En se disant, si on n'est pas tous collectivement complètement fous, et qu'on le sait, à un moment donné, on va bien réagir collectivement et se protéger. Il n'est pas encore trop tard. On est mal barré. Mais il n'est pas trop tard pour se protéger des effets des perturbateurs endocriniens. Alors, bon, ça on l'a compris, on va passer. Alors là où on peut être relativement optimiste, c'est quand des personnalités que l'on écoute émettent une opinion telle que l'a fait Maria Neira, qui est directrice du département santé publique et environnement à l'OMS. Quelqu'un que l'on écoute, qui a une aura, et qui a dit en février 2013, les données scientifiques les plus récentes montrent que les communautés dans le monde entier sont exposées aux perturbateurs endocriniens, chimiques et aux risques qui y sont associés. Il nous incombe à tous de protéger les générations futures. Donc la prise de conscience, aujourd'hui, elle est là. Maintenant, reste la réaction à avoir et qui soit proportionnée à la taille du problème. Si demain, quand on a dit on prolonge le glyphosate, j'étais pas content. Comme vous, j'imagine. J'ai dit, mais quelle lâcheté, quelle tergiversation. Mais j'étais pas plus catastrophé que ça. Parce que je me suis dit, c'est 1/800e du problème. C'est pas le problème, le glyphosate. C'est 1/800e du problème. Ce qu'il faut régler, c'est les 800 molécules. C'est les perturbateurs endocriniens. Parce qu'une fois qu'on aura éliminé le glyphosate, l'industrie va sortir 10 molécules entre-temps. Et puis il y a les 800 autres qui continuent à avoir leur effet. C'est plus sur la symbolique, sur le manque de courage, sur le manque de décision que c'est grave, plus que sur l'effet finalement que ça va avoir, même si le glyphosate, on connaît ses effets extrêmement délétères. Alors, vous reconnaissez tous la pomme. Ben aujourd'hui, quand on voit l'état des pommes, c'est exactement la même chose. Offrez une pomme à votre belle-fille si vous voulez vous en débarrasser. Je vous remercie.